Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des Brèves Spatiales. Aujourd'hui, je vous résume l'actualité du 9 au 22 avril, marquée notamment par le lancement du satellite TESS. Je mettrai ma casquette de Laurent Romeshko pour vous présenter les chiffres et les lettres importantes de ces 2 semaines. Avant de m'attaquer à la Brève spéciale, c'est vous qui avez fixé le sujet dans les commentaires de la précédente vidéo avec le hashtag Brève spéciale. Je vous parlerai donc du James Webb Space Telescope. Et ici Star Command, c'est parti pour un résumé des 2 dernières semaines. Et on commence par une surprise. Personne ne l'avait vu venir et pour cause, le secret a été protégé jusqu'au bout. Le 11 avril, une longue marche 4C décollait du centre de lancement de Chuchuan et s'envolait au-dessus du désert de Gobi en Chine. Vous aurez remarqué mes progrès en chinois, j'ai pris des conseils auprès d'un ami sinophone. Ce 11e lancement chinois a permis de placer en orbite basse à environ 1100 km d'altitude 3 satellites Tiaogan 31 qui viennent renforcer une flotte de reconnaissance navale en opération depuis 2006. En réalité, cette triplette servira surtout des fins militaires en imitant un système américain. Ils orbiteront en formation pour pouvoir suivre des bâtiments militaires par triangulation de leur émission radar. Le même jour, sur le même continent, décollait le véhicule de lancement de satellites polaire ou PSLV pour les intimes. Le lanceur léger de l'agence spatiale indienne, l'ISRO, décollait du centre spatial Satish Dhawan au sud-est de l'Inde. Son premier étage fonctionne grâce à un carburant solide, tout comme ses 6 boosters auxiliaires, dont 2 se sont allumés une vingtaine de secondes après le décollage comme prévu. Le lanceur emportait IRNSS-1L, partie compléter la constellation qui offre à l'Inde son propre système de navigation par satellite utilisé à des fins civiles et militaires. Le satellite d'1,4 tonnes a été déposé sur une orbite de transfert, depuis laquelle il a rejoint par ses propres moyens une orbite géosynchrone. Cela signifie qu'il lui faut autant de temps pour réaliser une révolution autour de la Terre qu'il n'en faut à notre planète pour faire un tour sur elle-même. IRNSS-1L devait remplacer un prédécesseur défaillant dont les 3 horloges atomiques étaient tombées en panne en l'espace de quelques mois. Ces horloges sont indispensables au système de navigation par satellite, puisque pour pouvoir évaluer correctement les distances et donc les positions, les satellites doivent être rigoureusement synchronisés. Cet équivalent indien du GPS américain ou du Galileo européen est donc maintenant opérationnel avec 7 satellites en fonction. Le 14 avril, c'est littéralement de l'autre côté de la planète qu'un lanceur Atlas V réalisait une mission partiellement secrète pour le compte de l'armée américaine. Il emportait 2 charges utiles dont on peut estimer la masse globale à environ 3 tonnes, CBAS, un satellite de télécommunication militaire, et Eagle, un laboratoire de tests technologiques dans l'espace. Le lanceur de United Launch Alliance devait les déposer directement sur une orbite géostationnaire. Habituellement, les satellites sont déposés sur des orbites de transfert et se servent de leur propre système de propulsion pour rehausser leur orbite, ce qui demande une puissance et une précision que possèdent peu de lanceurs, mais il se trouve que le lanceur Atlas V en est capable dans sa configuration 551, c'est-à-dire avec une large coiffe de plus de 5 mètres de diamètre, 5 boosters auxiliaires et un moteur RLDSA pour son second étage Centaur. 551, 551, c'est la configuration la plus imposante du lanceur qui lui permet de délivrer au décollage une puissance équivalente à la moitié de celle de la Falcon Heavy de SpaceX. Sur les 77 Atlas V qui ont déjà volé, c'était la 8e fois que cette configuration était utilisée. Elle avait notamment servi par exemple pour envoyer la sonde New Horizons en direction de Pluton aux confins du système solaire. Quelques centaines de mètres plus loin, 5 jours plus tard, c'est une Falcon 9 qui décollait de Cap Canaveral avec TESS, le satellite de recensement des exoplanètes en transit de la NASA. Et comme vous pouvez le voir, ce redoutable chasseur est ridiculement petit, 1,5 m pour 350 kg. Il aurait pu tenir avec les panneaux solaires déployés sous la coiffe, qui est capable d'accueillir l'équivalent du bus des Simpsons. Pinaise. On est pourtant habitué à voir plusieurs charges utiles partir ensemble pour rentabiliser le vol, mais ce n'était pas possible parce que le lanceur avait une destination tout à fait inédite. La Falcon 9 a déposé TESS sur une orbite de transfert dont le point le plus proche de la Terre, ce qu'on appelle le périgée, se trouve à 200 km d'altitude et le point le plus éloigné, l'apogée, à 250 000 km. De là, le satellite doit se servir de son propre système de propulsion pour augmenter progressivement l'altitude de son apogée jusqu'à réaliser une assistance gravitationnelle avec la Lune pour finir par stabiliser une orbite terrestre elliptique et inclinée dont la périgée se trouve à 108 000 km et l'apogée à 376 000. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer l'assistance gravitationnelle parce que c'est assez rare pour qu'on en parle. L'assistance gravitationnelle consiste à se servir de la vitesse d'un astre et de sa force gravitationnelle pour modifier la trajectoire et la vitesse d'un objet. Dans notre cas, TESS va se rapprocher suffisamment de la Lune pour rentrer dans sa sphère de Hill, qui est la zone où l'attraction gravitationnelle de la Lune est plus forte que l'attraction de la Terre. Le satellite va donc se faire accrocher par la Lune, mais pas définitivement puisqu'il arrivera avec une vitesse déjà très élevée, supérieure à ce qu'on appelle la vitesse de libération, c'est-à-dire la vitesse nécessaire pour s'échapper de la sphère de Hill d'un astre. Pour la Terre, cette vitesse est de 11,2 km par seconde, tandis que pour la Lune, beaucoup moins massive, elle n'est que de 2,4 km par seconde. TESS va donc simplement faire un virage autour de la Lune à quelques milliers de kilomètres de sa surface, mais pendant cette période où le satellite sera attiré par la Lune, où il sera dans sa sphère d'influence, il va bénéficier de la vitesse propre de la Lune, qui en l'occurrence se déplace à raison de 1 km par seconde par rapport à la Terre. Quand TESS s'échappera de la sphère de Hill de la Lune, il aura donc gagné un peu de la vitesse de notre satellite naturel. Sa trajectoire en sera d'ailleurs considérablement modifiée et se stabilisera autour de la Terre,
Voilà pour cette longue parenthèse sur l'assistance gravitationnelle. Si vous voulez plus de détails sur cette orbite et sur la mission de TESS en général, je vous renvoie à l'émission que j'ai présentée avant le vol avec Raphaël Galichet, chercheur à l'Observatoire de Paris, qui cherche justement des exoplanètes et qui nous en a longuement parlé. Et pendant tout ce temps, on l'aurait presque oublié, mais le premier étage de la Falcon 9 s'est reposé sur la barge Of Course I Still Love You dans l'océan Atlantique. C'était le premier vol de ce booster qui est le dernier Block 4 à avoir été produit et il revolera sous un très court délai, probablement pour la NASA dans environ 2 mois. Et pendant qu'on parlait de tout ça, une demi-heure avant le décollage de TESS, un lancement ultra discret a eu lieu depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. C'est le lanceur lourd russe Proton M qui emportait le deuxième satellite de télécommunication Blagovest sur les 4 qui doivent constituer la constellation utilisée par le ministère de la Défense russe. On n'avait donc quasiment aucune information et aucune n'en a été donnée avant la réussite de la mission, 10 heures après son décollage. Cela étant dit, on sait que le lanceur utilisé emprunte toujours la même trajectoire de vol. L'étage supérieur Brise M est placé sur une trajectoire suborbitale par les 3 premiers étages du Proton, puis il s'allume pour atteindre l'orbite. Il se rallume ensuite 4 fois pour rehausser l'orbite et la circulariser afin d'obtenir une orbite géostationnaire à 36 000 km. Pour ce faire, Brise M est équipé d'un unique moteur S598M dont la combustion repose sur le couple tétraoxyde d'azote et diméthylhydrazine disymétrique, plus couramment et plus simplement appelé UDMH. C'est un couple hypergolique, c'est-à-dire qu'ils entrent spontanément en combustion dès lors qu'ils sont en contact. C'était le 103e vol d'un Proton M qui a connu ces dernières années plusieurs échecs. Chaque mission réussie comme celle-ci contribue donc à restaurer la confiance en ce lanceur. Et c'en est fini des lancements, ou du moins de ceux qui ont eu lieu, parce que peut-être ça ne vous aura pas échappé, il en manque un que j'avais pourtant annoncé dans l'agenda il y a 2 semaines. Electron, la petite fusée de Rocket Lab. La fenêtre de tir devait ouvrir le 19 avril, mais on apprenait 2 jours plus tôt que la mission It's Business Time était repoussée de quelques semaines. Une anomalie a été détectée lors d'un test de remplissage des réservoirs. La compagnie américano-néo-zélandaise a donc préféré prendre le temps de résoudre ce problème avant de réaliser sa première mission commerciale. Et en parlant de nouveaux lanceurs, Orbital ATK a présenté Omega, son futur lanceur lourd qui doit devenir le plus puissant de la compagnie. Il viendra en 2 versions, l'une intermédiaire capable d'emporter 10 tonnes vers une orbite de transfert géosynchrone et l'autre lourde qui pourra placer un peu moins de 8 tonnes directement en orbite géostationnaire. L'un des arguments de l'entreprise concernant ce lanceur repose sur la fiabilité des composants utilisés. Les boosters à poudre sont les mêmes que ceux utilisés par le lanceur Delta 4, il pourra d'ailleurs y en avoir jusqu'à 6 en configuration lourde. Le premier et le second étage sont des castors utilisés depuis longtemps par Orbital ATK et dérivés des boosters de la navette spatiale, et l'étage supérieur sera équipé de 2 moteurs RL10 qui sont notamment utilisés par l'étage supérieur des Atlas V. Des mises à feu du premier et du deuxième étage devraient avoir lieu dans l'année, tandis que les réservoirs de l'étage supérieur seront produits à partir de l'année prochaine. Les premiers vols de la version intermédiaire sont annoncés pour 2021 et 2024 pour la version lourde. Pour finir, la NASA a enfin un patron. Après un intérim de 15 mois assuré par Robert Lightfoot Jr., l'intérim le plus long de l'histoire de la NASA, le candidat désigné par la Maison Blanche, Jim Bridenstine, a enfin été désigné pour prendre la tête de l'agence américaine après un vote très serré du Sénat, 50 voix contre 49. Sa nomination a pris un temps fou parce qu'elle inquiétait, et elle inquiète toujours un peu pour plusieurs raisons. Bridenstine, élu républicain à la Chambre des représentants, rejoint en effet les rares administrateurs de la NASA n'étant pas passés par une carrière scientifique ou d'ingénieur, et n'ayant donc pas une grande expertise dans les sujets que traite la NASA. Par ailleurs, on l'accuse d'être climato-sceptique, puisqu'il avait fait part de ses doutes quant à la réalité du réchauffement climatique avant de mettre de l'eau dans son vin et de reconnaître la réalité du réchauffement, mais également la responsabilité indéniable de l'homme, tout en doutant du fait que l'homme était la première cause de ce phénomène. Génial. Concrètement, l'administrateur de la NASA joue un rôle de gestionnaire, décide des grandes directions que doit suivre l'agence et comment est utilisé son budget. Il conseille également le président des États-Unis en matière spatiale. Voilà pour ces 2 semaines, on passe maintenant aux chiffres et aux lettres de ces 2 semaines. 1 milliard de dollars, ou pour être tout à fait exact, 975 799 600 dollars. Selon le cabinet de conseil financier Space Angels, c'est l'ensemble des investissements qui ont été réalisés au premier trimestre 2018 dans des entreprises privées du domaine spatial. Ce milliard est composé d'une vingtaine d'affaires différentes. Alors la somme est dopée en partie par un investissement colossal dans SpaceX de 500 millions de dollars, mais elle n'en est pas moins impressionnante. À titre de comparaison, 15 milliards ont été investis entre 2009 et 2018, soit une moyenne de 400 millions par trimestre, toujours selon Space Angels, le cabinet qui estime que nous entrons dans l'âge de l'entrepreneuriat spatial. 70% des investissements sont consacrés au secteur des lancements. Et petite fierté, si les États-Unis reçoivent la plus grande partie de ces fonds, bien sûr, environ 60%, la France est tout de même sur le podium en 3e position, puisque 10% des sommes sont placées dans des entreprises françaises. Pour Space Angels, cette année sera également celle des lanceurs légers, tels qu'Electron, le lanceur de Rocket Lab, dont le premier vol commercial ne devrait donc plus tarder. Les lettres de ces 2 semaines maintenant, elles nous viennent de l'Oiseau Bleu. En déplacement à Épinal, Emmanuel Macron écrivait
écrivait le 17 avril « On est un espace ouvert mais on ne doit pas être naïf, les mêmes règles pour tous, y compris dans l'innovation spatiale entre SpaceX et Ariane 6. » Alors on ne s'arrêtera pas sur le fait que le président compare des pommes et des poires, SpaceX étant une société et Ariane 6 un lanceur. Je pense que c'était volontaire, ces deux termes étant plus connus de tous que Falcon 9 et Ariane Space. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron pointe l'une des caractéristiques du programme spatial américain qui a fortement contribué à l'innovation de ces dernières années. Concernant ses capacités de lancement, la NASA poursuit en effet un double objectif depuis des décennies. Diversifier les moyens d'accès à l'espace dont elle dispose pour être indépendante de puissances étrangères et permettre aux compagnies américaines de se développer en leur octroyant les contrats gouvernementaux, qu'ils soient scientifiques, militaires ou civils. On en a un exemple très actuel avec l'accès à la Station spatiale internationale, puisque depuis le retrait des navettes spatiales, les États-Unis sont contraints de payer leur place dans un Soyouz, ils sont donc totalement dépendants des Russes. Pour y remédier, plusieurs contrats ont donc été conclus, par exemple avec la compagnie historique Boeing qui développe sa capsule Starliner, mais aussi avec SpaceX qui développe le Dragon Crew. C'est grâce à ces contrats de ravitaillement de l'ISS, puis de développement d'une capsule de transport d'astronautes, que la compagnie d'Elon Musk est devenue ce qu'elle est. Pour rappel, SpaceX a réussi sa première mise en orbite avec sa Falcon 1 le 1er septembre 2008, c'est-à-dire après des années d'efforts et de pertes. Ce n'est donc que 3 mois plus tard, lorsqu'un contrat d'1,6 milliard de dollars est conclu pour ravitailler l'ISS, que SpaceX est réellement entré dans l'ère de la réussite. Rien de tout cela n'existe en Europe, où l'initiative spatiale n'est pas spécialement encouragée. Par exemple, le cargo ATV de ravitaillement de l'ISS, opéré par l'Agence spatiale européenne, aurait pu servir de levier, mais est tombé dans les limbes de l'oubli après seulement 5 missions, et le projet de capsule habitée envisagé avec les Russes n'est jamais resté qu'un beau dessin. Il apparaît donc clairement qu'en matière d'innovation, l'Europe et les États-Unis n'ont pas grand-chose à voir. Le tweet d'Emmanuel Macron n'en reste pas moins un peu mystérieux, le président n'ayant jamais fait part d'ambitions réformatrices pour le domaine spatial. Il me semble que ce message est surtout à considérer dans son contexte, puisqu'au moment de sa rédaction, le président était dans les Vosges pour lancer des consultations citoyennes au sujet de l'Europe. Je pense donc qu'avec ce tweet, il voulait surtout rappeler les réussites de l'Union européenne, Ariane en étant un bel exemple. Cela étant dit, après les Vosges, Emmanuel Macron arrivera demain lundi 23 avril à Washington pour une visite de 3 jours au cours de laquelle il rencontrera Donald Trump. Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, l'agence spatiale française, a annoncé que les deux présidents parleraient justement d'espace. On passe maintenant à la brève spatiale. Je réponds à une question que vous m'avez posée. Est-il envisageable, étant donné la grande valeur du James Webb Space Telescope, d'envoyer une mission habitée jusqu'au point de Lagrange L2 en cas de défaillance du télescope? Alors merci Antoine pour ta question. Effectivement, ce télescope co-développé par les agences américaines, canadiennes et européennes, qui ne doit pas décoller avant 2020, est d'une complexité affolante. Il y a une multitude de raisons qui pourraient causer une défaillance, mais comme il aura coûté plus de 8 milliards de dollars, ce pourrait effectivement être intéressant de pouvoir aller le réparer en cas de problème. On avait très bien pu le faire, par exemple avec Hubble, qui a bénéficié de 5 missions de réparation, sans lesquelles il n'aurait pas pu fonctionner. Malheureusement, la situation est bien différente avec le James Webb. Hubble était en orbite basse, à peine plus haut que l'ISS, et à l'époque, la navette spatiale permettait d'amener une équipe à côté du satellite pendant plusieurs jours pour les réparations. Le James Webb se trouvera lui à 1,5 million de kilomètres de la Terre, soit 4 fois la distance Terre-Lune. Pour le réparer, il faudrait donc un vaisseau capable d'accueillir un équipage pendant une cinquantaine de jours, de l'amener à 1,5 million de kilomètres et de le ramener, ce que nous n'avons absolument pas. Sur le papier, c'est donc impossible aujourd'hui d'aller réparer ce télescope. Il ne nous reste donc qu'à croiser les doigts pour que tout se passe bien dans cette mission à haut risque. Cela étant dit, si un problème devait arriver lorsqu'il sera en place, peut-être qu'une solution pourrait résider dans le développement d'un robot. Cela avait été envisagé pour Hubble au moment du retrait progressif des navettes. Là n'avait jamais abouti. Au final, l'envoi d'un équipage humain était bien plus pratique. Puisque ce ne sera pas possible avec le James Webb, qui sait, peut-être l'idée d'un robot refera-t-elle surface. Mais enfin, on ne va quand même pas se mettre à parler de malheur si tôt. Et pour finir, l'agenda de vos 2 semaines à venir. Peu de lancements, mais des lancements intéressants. Notamment, il faudra suivre le 4 mai le premier vol d'une Falcon 9 Block 5, la version définitive du lanceur de SpaceX, qui emportera Bangabandhu 1, le premier satellite géostationnaire du Bangladesh. Le lendemain, samedi 5 mai, s'ouvrira à 13h05 heure de Paris la fenêtre de tir pour l'Atlas 5 qui lancera l'atterrisseur de la mission InSight en direction de Mars. Il doit se poser en novembre 2018 pour étudier la structure interne de la planète. J'essaierai de faire un live avec un invité qui pourra nous parler de la mission et de la planète rouge qui fait l'objet de bien des convoitises en ce moment. Et voilà, c'en est fini de ces brèves spatiales du 9 au 22 avril. Prochain épisode dans 2 semaines, même endroit, même heure. En attendant, je vous tiens au courant sur Twitter en cas de live. N'hésitez donc pas à me suivre, @SpaceOddityFR. Comme d'habitude, je compte sur vous pour m'indiquer en commentaire votre avis quant à cette vidéo, ce qui vous a plu et ce qui est amélioré. D'ailleurs, si elle vous a plu, pensez à vous abonner. N'oubliez pas non plus de me poser vos questions avec le hashtag bref spécial si vous voulez que j'y réponde dans le prochain épisode. C'était Arthur pour Space Oddity, je vous dis à très vite, portez-vous bien et Blue Sky!